Je suis dans le parc Gallieni et voici que s'ouvre le 4e segment de la série Les rues de Metz. Dans cette séquence, je me propose d'aller voir les superbes demeures du quartier impérial à proximité. Si j'ai encore un peu de temps, pas trop accablé par cette canicule historique, j'irai voir le centre Pompidou-Metz, les jardins Jean-Marie Pelt, ou alors ce sera une 5e section. Vous savez que Metz, la Moselle, l'Alsace ont été annexés 2 fois par l'Allemagne. Lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871, les troupes prussiennes sont rentrées dans Metz en octobre 1870. Vaincue, plus tard, la France dut signer le traité de Francfort-sur-le-Main en mai 1871, et elle reconnaissait donc la possession des provinces perdues à l'Allemagne. Ces provinces devenaient le Reichsland Elsass-Lothringen. Parallèlement, la Prusse avait su entraîner avec elle toute une série de petits États allemands, et en janvier 1871, tous se groupèrent pour reconnaître la fondation du Second Empire allemand, après le Saint-Empire romain germanique. Pour bien humilier la France, la proclamation de l'Empire allemand eut lieu dans la galerie des glaces du palais de Versailles, du palais de Louis XIV. C'est ainsi que le roi Guillaume Ier de Prusse devint l'empereur Guillaume Ier, donc d'Allemagne. Guillaume Ier régna de 1871 à 1888 en tant qu'empereur d'Allemagne. Pour ceux qui prendraient le film en cours de route, la porte serpenoise que nous avons vue dans la 3e séquence est devant nos yeux. C'est le reste d'anciennes fortifications françaises. L'année 1888 est surnommée l'année des 3 empereurs. En effet, Guillaume Ier meurt. Il y a l'empereur Frédéric qui lui succède. Je crois que c'est Frédéric III, il faudra que je vérifie. Et puis il meurt très rapidement d'un cancer. Je crois qu'il a dû régner pendant 3 mois. Je viens de vérifier dans la littérature et c'est bien Frédéric III. Donc 3 mois de règne. Et ensuite, c'est Guillaume II qui monte sur le trône de 1888 à 1918. Guillaume II était très attaché à germaniser le Reichsland Elsass-Lothringen, Alsace-Lorraine. Et c'est pour ça qu'il y a des quartiers allemands à Strasbourg et à Metz. Nous allons voir donc le quartier impérial de Metz. Empruntons l'avenue Joffre sur la gauche jusqu'à la place Mondon. À cet endroit se trouvaient les remparts médiévaux de Metz, mais les Allemands les firent sauter pour construire ces larges avenues. Ils étaient loin de se douter qu'un jour ils porteraient ce nom. La place Mondon et son jet d'eau. Du temps des Allemands, c'était la Kaiser Friedrich Platz. C'était donc en référence à l'ancien empereur Frédéric III, celui qui n'avait régné que 3 mois. Quand Metz est redevenue française, on a donné à la place le nom de place Paul Déroulède. Un nationaliste un peu fanfaron qui n'aura pas vu la revanche. Il est mort au début de 1914, juste avant le déclenchement de la Grande Guerre. Et puis donc, de nos jours, c'est la place Raymond Mondon, du nom d'un ancien maire français de Metz, de 1947 à 1970.
La chambre de commerce de Metz que vous voyez ici est un bâtiment de 1907. Auparavant, c'était la Banque impériale. Et vous remarquez immédiatement que l'édifice n'est pas en pierre jaune de Jaumont, c'est du grès rose des Vosges. Un autre bâtiment est en grès rose, c'est l'Hôtel des Arts et Métiers, avec ses pignons Renaissance. À l'entrée de la rue Gambetta qui mène vers la nouvelle gare de Metz, nous voyons ces arcades. À gauche, allons voir la place du Roi Georges, où se trouve l'ancienne gare. Celle que nous allons voir date de 1872 et elle est aussi allemande. Il y en avait encore une autre avant, française, mais elle était en bois et elle a brûlé. Voici l'ancienne gare, donc conçue à partir de 1872 et qui a fonctionné jusqu'en 1908 quand on a inauguré la nouvelle que vous verrez tout à l'heure. Donc là-bas, place Mondon. Et ici, place du Roi Georges. Ici, jolie cariatide, les femmes, et Atlante, les hommes, pour supporter ce balcon. L'ancienne gare abrite désormais les bureaux de l'INSEE à Metz. Un beau bâtiment ici avec ses lignes art déco. Lorsqu'on a confié à un architecte allemand le soin de construire cette gare, il n'a pas voulu rompre avec la pierre de Jaumont, maréchal de Belle-Île. C'est pour ça donc que cette gare est jaune. Ce n'est pas le cas de la nouvelle gare que nous verrons tout à l'heure. Revenons vers la place Mondon et engageons-nous sur la droite dans l'avenue Foch. L'avenue Foch est une voie aristocratique qui offre heureusement des ombrages. Quand nous reviendrons rue Gambetta, nous verrons mieux les détails de ces beaux édifices. Traversons. L'ombre salvatrice va pouvoir nous permettre d'observer les très beaux édifices de l'avenue Foch. Toujours l'Hôtel des Arts et Métiers. C'est un bâtiment qui est très en longueur. Sur le côté, la tour camoufle du XVe siècle, que nous verrons mieux tout à l'heure lorsque je reviendrai. L'avenue Foch a pris le nom de la Kaiser Wilhelm Ring. Ainsi, un maréchal de France a remplacé un empereur d'Allemagne. Côté impair se trouvent des immeubles de rapport. L'avenue est large et permettait le défilé des soldats qui arrivaient à la nouvelle gare et qui se dirigeaient vers la citadelle. La façade du numéro 9.
la croix de Lorraine. Voilà un beau bâtiment en grès rose des Vosges. En ces journées historiques, malgré les ombrages, il fait déjà une chaleur effroyable à 11 heures du matin. L'hôtel royal, occupé par un ibis style, avec une belle marquise à l'entrée. Un monument de reconnaissance au roi des Belges pendant la Première Guerre mondiale, Albert Ier. Albert Ier était pourtant d'une lignée allemande, mais la Belgique était neutre. Et quand sa neutralité a été violée à l'été 1914 par les Allemands, il s'est rangé donc du côté de la France et de l'Angleterre. Le roi soldat s'est tué en 1934 lors d'une escalade. Il pratiquait l'alpinisme, c'était dans les Ardennes belges. L'aristocratie de ce quartier fait un peu penser à ce que Haussmann a fait à Paris. L'empereur carolingien est un souverain commun à l'histoire de la France et de l'Allemagne. Sa capitale était Aix-la-Chapelle. Charlemagne, Karl der Grosse. Et ça ne veut pas dire Charles le Gros, ça veut dire Charles le Grand. Carolus Magnus. En annexant l'Alsace-Lorraine, les Allemands avaient procédé à la germanisation des noms de lieux. Par exemple, Florange, que vous connaissez donc pour ses industries minières, ses industries lourdes, est devenu Flörtschingen. Thionville est devenu Diedenhofen. Étanche Grande, Großettingen, Cattenom, Cattenhofen. Lors de la première annexion, cependant, un certain nombre de communes gardèrent leur nom français, jusqu'en 1915. À partir de cette date, en pleine Première Guerre mondiale, le sentiment nationalisme imposa des noms allemands aux villages francophones. Lachenexy devint Kenchen, Réchicourt-le-Château devint Rixingen, etc. À l'automne 1918, toutes les communes reprirent leur nom français, mais évidemment, à l'été 1940, les nazis regermanisèrent d'une façon forcenée toutes ces régions et même les noms de personnes. Par exemple, si vous vous appeliez de la Tour, eh bien vous receviez un nouveau nom, von Turm. Lorsque les nazis ont envahi Metz, donc à la fin du printemps 1940, c'est l'ancien maire allemand de la première annexion de Metz qui est venu remettre les clés de la ville aux nazis. Le maire dont je vous parle s'appelait Roger Forêt.
Il a été le dernier maire de Metz durant la première annexion allemande. Et donc il a été désigné pour une remise de clés symbolique au nouveau Gauleiter Joseph Burkel. Roger Forey est mort en janvier 1943, sans avoir vu la fin de la guerre et le retour donc de Metz à la France. Vous voyez que dessous de là, nous avons un édifice en grès rose des Vosges. Nous allons arriver au bout de l'avenue Foch. Ce sont donc les troupes américaines emmenées par Patton qui ont libéré Metz, même si les combats se sont prolongés autour de la ville parce qu'il y avait des forts et puis des poches de résistance nazie. Et ça, c'était en novembre 1944. Sur le côté pair de l'avenue, ce sont des bâtiments plus intimes, mais non moins séduisants qui nous attendent. Donc rebroussons chemin et observons ce côté. Faisons un petit crochet néanmoins pour aller voir la place Saint-Thiébaut, qui est ici. En empruntant la rue des Augustins, donc, nous arrivons place Saint-Thiébaut. On aperçoit la flèche de l'église Saint-Martin. Une place un peu anecdotique et qui mériterait peut-être un réaménagement et l'installation de bancs et peut-être de fontaines publiques. Retour avenue Foch et on continue à droite. Là, on ne lésine pas sur la végétalisation. Un bâtiment qui date de 1909. Côté impair. J'adresse un reproche à la municipalité de Metz, il n'y a pas le moindre banc, donc dans l'avenue Foch. Certaines demeures sont de style néo-alsacien. J'ai parlé trop vite de bancs, mais hélas en plein soleil. Regardez ce pavillon néo-renaissance.
Je retire ma critique contre la municipalité. J'ai pu me poser ici. Les clôtures fleurent bon l'art nouveau. Nous sommes revenus au niveau de la tour Camoufle, qui date du XVe siècle. Je vous ai dit que les Allemands avaient percé le Ring en démolissant les remparts de Metz. Ils ont cependant respecté la tour Camoufle comme un témoignage du Metz médiéval. Je n'en jurerai pas à 100%, mais dans le fossé, il me semble bien qu'il y a des berces du Caucase, une plante extrêmement dangereuse. Il ne faut surtout pas les toucher, ces plantes produisent un suc qui brûle la peau d'une façon dramatique. Si vous touchez la plante intacte, il ne se passe rien. Mais si vous cassez une tige ou froissez une feuille, il y a des substances appelées psoralènes qui se déposent sur votre peau. Et il ne se passe encore rien. Mais par contre, si vous allez au soleil avec ces dépôts, eh bien alors là, vous allez avoir des cloques formidables. On appelle ça la phototoxicité, toxicité au soleil. Les cloques extraordinaires peuvent atteindre la taille d'une pomme de terre et les séquelles peuvent durer pendant des années. Celle-ci est peut-être sans doute une berce commune et pas une berce du Caucase parce que je ne vois pas de pourpre sur les tiges. Ceci dit, la berce commune est moins dangereuse, mais pas complètement sans danger. Il y a des possibilités de brûlure aussi, plus légères. C'est promis, je ne vais pas descendre dans le fossé pour faire de la botanique. Regagnons la place Modon. Le petit square Camoufle entoure la tour du même nom. Le temps se couvre un peu. Nous voici revenus sur la place Mondon. Nous allons voir la nouvelle gare de Metz en prenant la rue Gambetta. Voici un buste de Raymond Mondon, donc maire de Metz de 1947 à 1970. La rue Gambetta va nous mener tout d'abord à l'ancienne poste. On longe l'hôtel des Arts et Métiers. Ce bâtiment date de 1909, il n'est pas resté longtemps allemand. La nouvelle gare est en vue. Nous sommes devant le bâtiment de l'ancienne poste. Rue Pierre Perrat.
Le square Mangin est petit mais assez mignon. L'ancienne poste en grès rose des Vosges, dont voici l'arrière, est fermée depuis 2019. Il s'agit d'un de ces bâtiments emblématiques de la puissance allemande pendant la première annexion. Dirigeons nos pas vers la nouvelle gare qui se trouve place du Général de Gaulle. Nous arrivons place du Général de Gaulle. Faisons tout le tour du bâtiment de la Poste avant toute chose. Le château d'eau. Un univers assez minéral. Je vais clore ici ce 4e segment, d'une façon peut-être un peu anticipée, parce que vous vouliez voir la gare de Metz. Mais vous allez la voir dans un 5e segment, où je vais également mettre le centre Pompidou-Metz, et donc les jardins Jean-Marie Pelt, qui sont derrière le long de la Seille. Regardez l'ensemble du bâtiment de l'ancienne poste. Je n'ai jamais connu de conditions de tournage aussi éprouvantes que celles de cette canicule de juin 2026. Même si vous regardez mon film à distance, vous vous en souvenez peut-être. Donc, début de la 5e partie, à très bientôt, place du Général de Gaulle. Pour clore, je vais quand même aller voir ces immeubles qui m'ont semblé beaux vus de loin. Joli bâtiment moderne. Voilà, je ne reste pas longtemps en plein soleil, je vous dis à très bientôt.